Nous sommes en plein cœur de l'océan Atlantique. La mer est déchaînée et les vagues frappent violemment la coque de la Martinière. À fond de cale, les visages sont fermés. Ces hommes ne voyagent pas, ils sont déportés. Et leur destination, c'est le bagne de Guyane. Un endroit dont on ne revient normalement jamais, et pourtant, parmi ces prisonniers, il y a un homme qui va réaliser l'impossible. Il va s'enfuir, traverser l'océan Atlantique pour finalement devenir un héros de la résistance française. Cet homme, c'est Raymond Vaudet, et son histoire, elle est complètement folle. La Martinière termine donc son voyage dans le port de Saint-Laurent-du-Maroni. Comme son nom l'indique, Saint-Laurent est situé le long du fleuve Maroni, à la lisière de la forêt amazonienne. Et si je vous précise tout ça, c'est que ça plante le décor dans lequel Raymond et ses codétenus vont vivre durant leur bagne. Une forêt humide pleine d'insectes en tout genre, habitée par les caïmans et arrosée par une pluie tropicale quasi permanente. Les hommes qui sont envoyés ici sont censés mourir ici. Le bagne est d'ailleurs surnommé la guillotine sèche, car elle tue aussi efficacement que la guillotine, mais sans effusion de sang. Dès qu'ils pénètrent dans l'enceinte du bagne, les détenus deviennent de simples numéros parmi d'autres. Pour Raymond, ce sera le numéro 52306. Sur les 5 années de sa peine, Raymond va être envoyé au bagne pour effectuer les 67 derniers jours. Bon, déjà, 67 jours de travaux forcés à la fin de sa détention, c'est pas ce qu'on peut appeler un cadeau, mais surtout, pourquoi ? Pourquoi se prendre la tête à organiser un transfert de prisonniers à l'autre bout de l'Atlantique pour 67 petits jours d'incarcération ? Eh bien, la réponse est dans une petite subtilité administrative de l'époque, je vous explique. En gros, les détenus n'ont pas le droit de retourner en France après leur incarcération. Enfin, pas tout de suite. Ils doivent séjourner en Guyane autant d'années que leur condamnation initiale. D'où le terme de doublage. Et pour être parfaitement concret, Raymond Vaudet, initialement condamné à 5 années de prison, doit donc rester 5 années supplémentaires à vivre en Guyane. Alors, on pourrait se dire que 5 années de Guyane, ça va, c'est cool. Mais non. En fait, c'est pas cool. La Guyane de 1935 n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. D'autant plus que Raymond est loin d'être le seul ancien bagnard à s'entasser dans les rues crasseuses de Saint-Laurent-du-Maroni. Ici, le quotidien des bagnards, c'est trahison, vol et menaces en tout genre. Pour Raymond, le véritable bagne commence ici, sur les trottoirs de ce village fantôme dans lequel l'humanité semble diluée. Et c'est là que les projets d'évasion vont naître dans son esprit. Vous allez le constater par vous-même, Raymond, c'est pas le genre à lâcher l'affaire. Pour sa première tentative d'évasion, Raymond achète une pirogue à un pêcheur local. Le plan, c'est de traverser le fleuve Maroni pour rejoindre l'autre rive du fleuve, et donc le territoire de la Guyane hollandaise, connu aujourd'hui sous le nom de Suriname. Et c'est un premier échec. Il est rattrapé par 7 hommes, un ancien policier devenu assassin, puis bagnard, puis chasseur de primes. On a donc un ancien bagnard qui chasse des bagnards pour le compte de ceux qui l'ont enfermé. On est quand même sur un bon gros syndrome de Stockholm. Et anecdote étonnante, ces chasses à l'homme, elles se font avec l'aide des tribus amazoniennes. Avouez que cette photo, elle est quand même super classe. Malgré tout, Raymond s'en sort plutôt bien, puisque le chasseur de primes lui laisse la possibilité de revenir de lui-même en Guyane, lui évitant ainsi la punition réservée aux fuyards. Et si vous vous demandez de quel type de punition est-ce qu'on parle, cela allait de l'intensification des travaux forcés au doublement de la peine initiale et parfois même jusqu'à la condamnation à mort. Et oui, au bagne, la guillotine, elle n'était pas toujours sèche. Pour sa deuxième tentative, Raymond choisit une voie plus difficile, mais aussi plus discrète. Cette fois-ci, direction le Brésil, ce qui implique de traverser la forêt amazonienne. Si au début tout se passe plutôt bien, la forêt va finir par briser Raymond. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry. Oh, so many diseases out here. It's hot. Cette simple petite piqûre d'insecte va avoir raison du fuyard. Elle va le foudroyer et provoquer fièvre et dysenterie. Alors, la dysenterie, pour le dire de manière
Très trivial, c'est une infection qui vous donne une chiasse des enfers. Pratiquement mort dans son embarcation de fortune, Raymond est finalement recueilli par des chercheurs d'or. Et vu l'état de notre homme, ils prennent la décision la plus sage qui soit, le transporter à l'hôpital du Bagne. Après 2 échecs, un homme raisonnable aurait abandonné. Raymond, lui, il décide de traverser l'océan Atlantique. Installé sur une petite embarcation de fortune, il va mettre cap au nord pour se diriger vers la mer des Caraïbes. Et c'était le bon choix. Déjà, Raymond semble mieux gérer l'océan Atlantique que la forêt amazonienne, et surtout, tout au long de ce périple, la réputation du fugitif le précède. À chaque escale, c'est la même chose. On ne voit pas en lui un criminel, mais un homme qui a défié l'enfer. Il obtient même l'aide des locaux et des autorités étrangères révoltés par le traitement que la France réserve aux bagnards. Après plusieurs mois de mer, il termine ce périple au Panama en embarquant clandestinement dans un navire, direction la France. Le 23 avril 1938, Raymond Vaudet est enfin de retour en France. Mais une fois de plus, rien ne va se passer comme prévu. Il s'avère que les autorités sont au courant du retour de Raymond et qu'un petit comité d'accueil a spécialement été organisé par les forces de l'ordre. Quand notre fugitif comprend qu'un piège est en train de se refermer sur lui, il dévale les coursives du navire à toute vitesse et sans ralentir, il s'élance par-dessus le bastingage et plonge dans les eaux glacées du port. Une scène digne des plus grands films d'action qui ne manquera pas de faire les gros titres à l'époque. Cette nouvelle évasion pourrait être le climax de toute cette histoire, et pourtant ce n'est que le début. Mais avant d'aller plus loin, il est important que vous compreniez comment Raymond Vaudet en est arrivé là. Et la réponse pourrait se résumer en un seul mot, une femme. C'est une histoire vieille comme le monde, pour les beaux yeux d'une demoiselle, Raymond, il s'est bien mis dans la merde. Sauf que là, il y a quelques petits détails supplémentaires qui rendent son histoire, comment dire, particulière. Lorsque sa compagne est tombée enceinte, Raymond a accepté plusieurs petits braquages pour subvenir aux besoins de sa famille, qui était sur le point de s'agrandir. La femme pour laquelle Raymond est passé du côté obscur, c'est elle, Blanche Gauthier. Pendant toute la durée de sa détention, il n'a eu que ce nom en tête. Pas en imaginant la douceur de ses baisers, non, mais plutôt la sensation de ses mains autour de son cou. Car oui, Raymond, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est tuer Blanche Gauthier. Et les raisons de ce macabre dessein, il va les donner dans une interview. Imaginez la scène. Le type s'est évadé d'un des bagnes les plus isolés du monde, la police le cherche partout, et lui, il prend tranquillement le café avec des journalistes pour dire « Oui, moi, si je suis revenu, c'est pour tuer mon ex. » Alors, j'ai un peu de mal à comprendre la manœuvre, par contre, ce qu'on apprend dans cette interview est particulièrement croustillant. En fait, Blanche Gauthier l'a tout simplement balancé au commissaire qui enquêtait sur les cambriolages de Raymond. Mais attendez, il y a mieux. Dans cette interview, on apprend également que Blanche trompait Raymond avec ce même commissaire. Voilà, je vous laisse digérer l'info. Sa femme couche avec un flic, vend le père de son enfant à son amant, et c'est cet amant qui signe son ticket pour 50 bagnes. Why? Oh God fucking why? Alors, évidemment, ça ne justifie en rien ses envies de meurtre. Par contre, ça nous permet simplement de comprendre son état d'esprit. Finalement, ce qui devait arriver arriva, et la police finit par mettre la main sur Raymond, alors qu'il sort du domicile de son ex-femme. Je vous rassure tout de suite, il s'est bien retrouvé face à elle, il a bien eu l'occasion de la tuer, et il a finalement renoncé. Sa visite n'avait qu'un seul but, voir son fils. Le 29 avril 1938, Raymond Vaudet est donc arrêté pour son évasion du bagne de Guyane et va être condamné à 15 jours de prison. Ah bah ça valait le coup finalement. Être condamné à 15 jours pour s'être enfui d'une peine de 5 ans, on est quand même sur un ratio intéressant. Raymond veut dorénavant aller de l'avant, mais il le sait, il ne pourra pas effacer son passé. Par contre, il peut décider de ce qu'il fera du reste de sa vie. Nous sommes maintenant en 1939, et l'Europe découvre un petit moustachu particulièrement nerveux qui a décidé d'imposer sa tyrannie sur tout le continent. Dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja,
De son côté, après avoir effectué sa peine symbolique de 15 jours, Raymond Vaudet est retourné vivre dans la ville de son enfance, à Troyes. Et c'est là, le samedi 15 juin 1940, qu'il assiste impuissant à la prise de la ville par les Allemands. Il est même au premier rang car l'établissement dans lequel il travaille comme garçon de café va très vite devenir un haut lieu de la collaboration dans la ville, le Café de Paris. Un genre de clubhouse de l'amicale des Allemands dans lequel les officiers SS se réunissent pour décompresser. C'est vrai que c'est épuisant d'être un national-socialiste en croisade pour imposer sa vision au reste du monde par la violence ou la tyrannie. Non ? Bref, il s'avère que ces rassemblements d'officiers, ce sont aussi des moments où les discussions vont bon train, notamment quand l'alcool est de la partie. On se bourre de quiche, on boit des énormes pintes de bière, et on finit en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout. On ne regrette pas sa soirée. Ça donnerait presque envie, hein. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce genre de lieu, c'est une véritable mine d'or pour les renseignements. Si la résistance française trouve quelqu'un pour y laisser traîner ses oreilles, c'est le jackpot. Et ils ne vont pas avoir besoin de chercher très longtemps, puisque c'est Raymond qui va de lui-même proposer ses services. Chaque jour, il enregistre dans sa tête toutes les discussions des officiers. Chaque nom, chaque grade, chaque planning, chaque détail, et le soir, discrètement, il transmet toutes ces informations à la résistance. Et pourtant, au Café de Paris, personne ne se méfie de ce serveur discret. Pour la résistance, c'est carton plein. Ils ont trouvé leur poule aux œufs d'or en la personne de Raymond Vaudet. Mais son rôle ne va pas s'arrêter là. Notre homme a plein d'autres talents et la résistance française va lui donner l'opportunité de s'engager toujours plus dans la défense de la patrie. Mais avant de vous expliquer comment Raymond Vaudet est devenu un véritable héros de la résistance, il faut que je vous présente Vachette. Alors non, pas cette Vachette, la société. Durant l'occupation à Troyes, la société Vachette, qui est normalement spécialisée dans la serrurerie, est convertie de force par les Allemands en une industrie militaire. Vachette produit alors une partie non négligeable des munitions ennemies. L'usine devient évidemment un point stratégique majeur, mais aussi une cible pour la résistance. Et c'est là que Raymond entre en jeu. À lui seul, il doit saboter la production de munitions. Ironie du sort, c'est quand même un ancien cambrioleur, expert en crochetage, qui doit s'introduire de nuit dans une usine de serrurerie. Joli clin d'œil de l'histoire. Mais blague à part, jusqu'ici, Raymond il a surtout laissé traîner ses oreilles. Sauf que là, c'est une autre paire de manches, et le danger est autrement plus grand. L'ancien bagnard doit s'introduire dans un site ultra sécurisé, éviter les gardes, mettre en place la bombe, et prendre la fuite sans se faire repérer. Quelques années plus tôt, il risquait sa vie pour fuir. Aujourd'hui, il la risque pour libérer la France. De nuit, il pénètre dans les installations de l'entreprise. L'objectif de Raymond, c'est le four, la pièce maîtresse du processus de fabrication. À l'intérieur, chaque pas résonne trop fort et chaque ombre semble vivante. Notre homme progresse lentement. Il finit par atteindre le four et installe la charge. Bon espion, bon agent de terrain, Raymond impressionne par son efficacité autant que par son engagement à servir le pays. Et la résistance ne va pas se faire prier très longtemps pour solliciter une fois de plus ses services. Sauf que cette fois, il pourrait bien s'agir de la mission la plus importante de sa vie. Celle qui pourrait bien faire basculer l'histoire. Le 6 juin 1944, alors que des milliers de soldats tombent sur les plages de Normandie durant l'opération Overlord, Raymond, lui, agit dans l'ombre de l'histoire. Depuis la région de Troyes, il va mener plusieurs opérations de sabotage des avions allemands destinés au front. Ces sabotages, réalisés au nez et à la barbe des forces allemandes, ont très certainement sauvé des centaines, voire des milliers de vies alliées durant le débarquement. Durant les semaines qui suivent, l'armée allemande relâche peu à peu son emprise sur la France, et Raymond, lui, termine le combat de sa vie en tant que soldat. Il rejoint les forces françaises de l'intérieur et participe notamment à la libération de sa propre ville, Troyes. L'ancien bagnard devient alors officiellement un résistant décoré. Les autorités de la France libre, menées par le général de Gaulle, lui décernent l'ordre de la résistance. Et surtout, son dossier judiciaire disparaît. L'ancien bagnard obtient enfin ce qu'il n'espérait peut-être même plus, sa réhabilitation. Pour la première fois de sa vie, Raymond peut repartir de zéro, sans policiers à ses trousses et sans dictateur tyrannique dans les parages.
Et quand je dis repartir de zéro, c'est pas une formule. Après un repos bien mérité, Raymond se lance dans une nouvelle aventure. Et il décide de retourner en Guyane. Son nouveau défi, la restauration, mais il y a une petite subtilité qui change tout. Après avoir ouvert plusieurs établissements, il va finir par diriger un restaurant au sein de ce qui est en train de devenir le centre spatial de Kourou. Oui, vous m'avez bien entendu. Un ancien bagnard, devenu résistant, puis restaurateur au cœur du futur centre spatial français. Autrement dit, du bagne aux étoiles. L'histoire de Raymond Vaudet nous rappelle une chose essentielle. Notre histoire n'est jamais parfaitement écrite. Et parfois, ce sont ceux qui tombent le plus bas qui finissent par réaliser les choses les plus extraordinaires. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures historiques. À plus. Et la dernière petite vidéo, Corentin, je peux pas faire plus. Donc voilà, ça c'est une vue. On part du camp de la déportation là. Et c'est à 20 mètres, tu as un débarcadère en fait. Et le Suriname est en face. Voilà. Bon courage, j'espère que ça te servira, ou pas. Je pense que tu as déjà pas mal de photos. Ciao, ciao. Et en tout cas, c'est génial, hein. Franchement, c'est à faire.